La réduction des... Donc, la présentation s'intitule La réduction des méfaits dans le cadre de l'intervention psychosociale. Donc, je m'appelle Laurence Darcy et je travaille à l'Institut universitaire sur les dépendances. C'est moi qui vais vous présenter le contenu aujourd'hui de la capsule. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel. Et voici les objectifs de la présentation. Dans un premier temps, c'est de vraiment bien comprendre qu'est-ce que la réduction des méfaits, puis comment elle se distingue de quelque chose avec lequel on la mélange beaucoup, qui est la réduction de l'usage. Ensuite de ça, on va regarder bien, comment on peut élaborer des objectifs davantage de réduction des méfaits. Et on va parler un peu de c'est quoi les questions à se poser, à poser à la personne qui consulte pour vraiment la soutenir puis l'aider dans la recherche de stratégies de réduction des méfaits. Mon objectif avec ma présentation, c'est pas tant que je vous expose tous les trucs et les stratégies qui existent pour en faire de la réduction des méfaits, mais c'est vraiment plus un processus pour être capable d'accompagner la personne dans justement des stratégies spécifiques à sa situation et à son cas. Donc, je ne veux pas vous donner le poisson, mais mon idée, c'était plus de vous apprendre à pêcher. Donc, la réduction des méfaits, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me centrer sur la réduction des méfaits, mais dans le cadre de l'intervention psychosociale. La réduction des méfaits, ça touche à des politiques publiques, ça touche à des programmes, ça touche à toutes sortes de choses, mais aujourd'hui, on va vraiment s'en tenir à qu'est-ce que je fais quand je suis en intervention psychosociale puis que je veux travailler avec cette approche-là. Donc, il y a deux mots-clés très importants dans la définition. C'est dans le fond de la réduction des méfaits, c'est la réduction des risques et des conséquences négatives liées à l'usage. Donc, notre objectif, ce n'est pas de réduire la consommation, mais c'est vraiment plus de réduire qu'est-ce que la consommation a tendance à entraîner dans le but ultime d'améliorer la qualité de vie de la personne selon sa perspective. Donc, autrement dit, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte que la consommation elle soit plus sécuritaire et elle soit moins dommageable, à la fois sur les plans physiques, à la fois sur les plans psychologiques, mais aussi spirituels et social. Donc, c'est quelque chose de très englobant. Puis, un peu comme l'image que je vous ai mis dans la présentation, l'idée, c'est de ne pas empêcher la personne de sauter, elle va le faire de toute façon, mais c'est de voir, ben, est-ce que c'est possible qu'en sautant, ben, elle ait un parachute qui fait en sorte qu'elle se fait peut-être un petit peu moins mal quand elle tombe. Euh, donc, c'est un peu l'image que vous pouvez avoir pour la réduction des méfaits. Donc, la qualité de vie, c'était mon autre mot-clé important, c'est très subjectif, puis je vous conte une petite anecdote. Donc, à un moment donné, il y avait un patient qui vivait dans un logement vraiment insalubre. Il y avait des punaises de lit, il y avait plusieurs plaies sur lui, il y avait probablement de la moisissure aussi dans son logement. Puis l'équipe traitante a fait des pieds et des mains pour qu'il soit capable de rencontrer un médecin, pour qu'il puisse avoir un papier qui lui donne un peu plus d'argent pour l'aide sociale, qui lui permettrait enfin de déménager. Puis quand ils lui ont remis son formulaire rempli, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il ferait avec cet argent-là de plus qu'il y aurait en étant convaincue qu'elle allait déménager. Puis la personne, ce qu'elle a répondu, c'est ben, c'est évident, je vais me faire venir le câble. Donc, pour lui, une augmentation de sa qualité de vie, ça n'aurait pas été de déménager, mais ça aurait été vraiment plus d'avoir la télé puis de pouvoir avoir plus de postes. Donc, c'est un petit exemple qui est très simple, mais c'est juste pour vous rappeler que la qualité de vie, c'est très subjectif. Puis souvent, on oublie de poser la question aux personnes, puis on prend pour acquis que ce qui serait une bonne qualité de vie pour nous, c'est exactement ce qui serait une bonne qualité de vie pour la personne. Donc, je vous ai mis une série de questions qui nous aident à aider la personne à valoriser c'est quoi la vie qu'elle aimerait vivre, comment la vie qu'elle aimerait vivre pourrait répondre à ses besoins, c'est quoi ses attentes, ses projets de vie, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est visé par elle. Donc, c'est bien important de distinguer réduction des méfaits, réduction de l'usage. Puis souvent, les intervenants, puis je dirais même les spécialistes en dépendance ont tendance à confondre les deux parce que c'est vrai que si je réduis mon usage, ça se peut que ça réduise aussi les conséquences négatives de ma consommation, mais pas nécessairement. Donc, l'exemple typique de réduction des méfaits qui va sûrement vous parler, c'est par exemple Nez Rouge. Donc, Nez Rouge ne vise pas du tout une diminution de la consommation d'alcool durant le temps des fêtes. Ce qu'il vise, c'est que les gens qui sont intoxiqués puis qui sont en capacité affaiblie ne prennent pas leur voiture pour ne pas risquer de blesser quelqu'un ou de se blesser eux-mêmes. La réduction de l'usage, de l'autre côté, bien, ça vise à
simplement réduire la consommation. Puis des fois, ça aide à réduire les méfaits, mais des fois, pas nécessairement. Je vous donne un exemple où est-ce que ça ne réduit pas nécessairement les méfaits. Quelqu'un qui réduirait sa consommation de 12 bières par jour à, par exemple, 8 bières, bien, il y a quand même s'il a réduit puis il a atteint son objectif, bien, il y a des bonnes chances qu'il ne soit pas en état de conduire. Donc, s'il prenait sa voiture, bien, il pourrait quand même y avoir des méfaits d'associés. Puis, il y a des façons aussi de faire une combinaison, à la fois de réduire l'usage, mais aussi de réduire les méfaits. Donc, je vous illustre ça avec un exemple très concret. Donc, Jean a toujours été une personne très anxieuse. Il consomme de l'alcool pour se relaxer. Puis, depuis qu'il a perdu son emploi, maintenant, il boit une caisse de 12 à tous les jours. Il commence à boire à partir de midi, puis il va boire jusqu'à temps qu'il s'endorme. Le lendemain, il se réveille, il a vraiment soif, il a mal à la tête, il se sent fatigué, puis il ressent des bouffées d'anxiété. Bref, il se plaint d'être hangover, puis ça lui donne le goût de boire dès qu'il se réveille. Il ne veut pas arrêter sa consommation d'alcool parce que pour lui, c'est sa seule façon de s'apaiser. Donc, si je travaillais en réduction de l'usage, ben, je regarderais avec lui, ben, est-ce que c'est possible, par exemple, de réduire la consommation de 12 bières à peut-être 8 bières par jour? Est-ce que ça l'aiderait à être moins hangover? Peut-être, peut-être pas non plus. Faudrait voir. Si je travaille plus en réduction des méfaits, mon objectif, c'est vraiment de limiter les effets du lendemain de veille. Et comment on peut faire ça? Bien, on doit prévenir la déshydratation. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent boire de l'eau régulièrement, puis qu'ils puissent manger aussi des aliments salés pour essayer justement de se déshydrater le moins possible. Puis, je peux aussi utiliser une combinaison des deux stratégies. Donc, pour améliorer son état physique et psychologique le lendemain, il pourrait, tu sais, mettre un maximum de 8 bières dans le frigo, puis qu'on pourrait commencer à consommer seulement à partir de 17 heures. Donc, au lieu de commencer à midi, le fait de retarder le moment où est-ce qu'il va consommer, il y a des bonnes chances qu'il en prenne moins, puis qu'à chaque fois qu'il boit une bière, ben, il se boit un verre d'eau entre chaque consommation, puis qu'il s'assure qu'il a mangé suffisamment également. Donc, la réduction des méfaits, c'est pas juste de réduire les conséquences, mais c'est aussi de travailler avec deux grands principes directeurs. Le premier grand principe, c'est le principe humaniste. Donc, l'idée, c'est que quand on travaille avec cette approche-là, on est en rupture avec le paternalisme. On ne dit pas aux gens quoi faire. On ne dit pas qu'est-ce qu'ils devraient utiliser comme stratégie, tout ça, mais l'idée, c'est vraiment le rôle de l'intervenant, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle soit capable de faire un choix libre et éclairé en lien avec sa consommation. Donc, c'est vraiment de la rendre autonome par rapport à ses choix, puis c'est de l'accueillir avec bienveillance, chaleur humaine, puis d'être le plus empathique possible à sa situation. L'autre principe qui est très important, c'est le pragmatisme. Donc, en réduction des méfaits, on travaille avec une perspective qui est très réaliste, puis qui est très court terme aussi. Donc, on est en rupture avec l'idéalisme. Donc, il y a des patients, par exemple, que des fois, on se dirait, un patient psychotique, ça serait donc une bonne idée qu'il ne consomme pas de psychostimulants ou ça serait donc une bonne idée qu'il ne consomme pas de cannabis. Mais ça c'est dans un idéal. Le patient, il consomme. Fait que de manière réaliste, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les impacts sur sa santé mentale? En fait, qu'est-ce que lui, il compte faire pour limiter les impacts sur sa santé mentale? L'autre élément du pragmatisme aussi, c'est qu'on intervient dans une perspective coût-bénéfice. On le sait que la consommation, elle n'a pas juste des inconvénients, mais elle a aussi des avantages. Donc, quand on réfléchit à des stratégies, on réfléchit à toujours créer un équilibre entre maintenir les bénéfices de la consommation puis limiter les conséquences et les risques de la consommation. Donc, je vous ai mis ici trois grandes étapes quand on veut travailler avec cette approche-là avec une personne qui consulte. Donc, la première étape, c'est de déterminer avec la personne c'est quoi les impacts qui sont directs sur sa qualité de vie. Puis en général, les gens sont bons pour identifier en quoi leur consommation vient nuire à leur projet de vie, leurs objectifs ou à ce qui se passe dans leur quotidien. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape maintenant, c'est qu'on va analyser les épisodes de consommation, puis on va discuter avec la personne, oui, des conséquences négatives, mais aussi des risques potentiels qui, des fois, ne sont pas toujours faciles pour la personne de voir. Et finalement, dans la troisième étape, bien là, on va élaborer avec la personne des stratégies de réduction des risques et des méfaits, puis on va essayer de rendre ça concret. Donc, si je regarde la première étape, donc, c'est très, très aidant d'identifier, oui, les impacts négatifs, mais aussi c'est quoi les bénéfices que la personne recherche de sa consommation.
Puis ça va aider pour l'intervenant, cette posture-là d'écoute va vraiment aider l'intervenant à être beaucoup plus empathique. Donc, comment on fait ça? On peut demander à la personne qu'est-ce qu'elle n'apprécie pas de sa consommation ou qu'est-ce qu'elle ne voudrait pas qu'il se produise en lien avec sa consommation. Qu'est-ce que la personne elle aime ou elle recherche de sa consommation? Ou en quoi sa consommation fait en sorte que l'existence est un peu moins pire? En quoi sa consommation va aider, va nuire à sa qualité de vie? C'est aussi des éléments qu'on peut questionner. Donc, on va vraiment prendre la personne là où elle est, là où elle se trouve, puis on va l'accompagner vers là où elle veut aller. Mais pour ça, il faut savoir où est-ce qu'elle se trouve, puis où est-ce qu'elle veut aller. Dans la deuxième étape, je vous rappelle, c'est vraiment d'analyser les épisodes de consommation, puis d'identifier avec la personne les risques, les conséquences. Pour ça, je vous parle un peu d'une théorie qu'on utilise beaucoup en dépendance, qui est la loi de l'effet. Donc, selon cette théorie-là, ça dit qu'il y a 3 grandes catégories de facteurs à prendre en considération pour prédire un effet, donc une expérience subjective de consommation, mais pour aussi prédire des risques et des conséquences à court, moyen puis plus long terme. Donc, l'effet d'une substance va dépendre, dans un premier temps, ben, qu'est-ce que je prends? Si je prends de l'alcool ou si je prends de la cocaïne, ça n'aura pas le même effet. Mais si, par exemple, ma cocaïne est coupée avec toutes sortes d'autres choses, dont des opioïdes, ben, ou est très concentrée ou peu concentrée, ça aussi, ça va avoir un impact sur l'effet que je vais ressentir et sur les conséquences. La quantité que je vais prendre, la durée de l'épisode de consommation, c'est aussi des éléments à considérer. Le mode d'administration, est-ce que je sniffe, est-ce que je m'injecte, est-ce qu'au contraire, je prends au niveau oral? Puis est-ce que je prends déjà une médication ou je mélange ça avec d'autres substances? Bien, ça aussi, ça va avoir un impact sur l'effet et les conséquences. Ensuite de ça, on va regarder les caractéristiques de la personne. Donc, c'est quoi son âge, son identité de genre, sa constitution physique, c'est quoi son état physique et psychologique, c'est quoi ses expériences antérieures, ses attentes par rapport à la consommation, c'est quoi sa tolérance innée et acquise. Donc, c'est toutes des caractéristiques qui sont spécifiques à la personne qui consomme et finalement, des caractéristiques associées au contexte. Donc, dans quel contexte je consomme? Est-ce que je suis avec des gens que je ne connais pas, avec qui je ne me sens pas bien, dans la rue? Ou je suis, par exemple, chez moi puis j'écoute Netflix. Donc, les caractéristiques du contexte vont aussi avoir un impact sur comment je vais vivre mon épisode de consommation. Donc, quand vient le temps d'analyser avec la personne ces épisodes de consommation, bien, il y a 2 grands éléments qu'on va analyser. Il y a, dans un premier temps, les caractéristiques de l'épisode de consommation. Qu'est-ce que la personne consomme puis comment elle fait pour le consommer? Dans quel état physique et psychologique la personne elle se trouve quand elle consomme, puis où elle est la personne quand elle consomme. Puis on va également questionner sur le déroulement de l'épisode de consommation. Qu'est-ce qui se passe avant la consommation? Qu'est-ce qui se passe pendant la consommation? Puis qu'est-ce qui se passe après la consommation? Donc, on peut questionner la personne sur bien, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est intoxiquée? C'est quoi le genre d'activité ou comportement qu'elle adopte. Puis après la consommation aussi, bien, est-ce qu'il y a des choses qu'elle fait pour récupérer de sa consommation? Puis dans quel genre de situation elle se trouve? Dans quel état? Donc, on va partager à ce moment-ci des informations très neutres et objectives en lien avec les caractéristiques puis le déroulement de la consommation pour amener la personne à réfléchir à qu'est-ce que sa consommation, elle implique. Et finalement, la dernière étape, c'est regarder avec la personne, c'est quoi les actions concrètes qu'elle peut poser pour diminuer dans sa situation particulière les méfaits et les risques qu'elle a déjà identifiés dans l'étape 1 et l'étape 2. Donc, pour qu'une caractéristique, pour qu'une stratégie de réduction des méfaits soit une bonne stratégie, elle doit posséder différentes caractéristiques. Bien, dans un premier temps, il faut qu'elle soit personnalisée aux risques et aux conséquences négatives perçues par la personne pour qu'elle soit utile. Il faut que la personne voie son utilité vraiment à très court terme. Ensuite de ça, elle doit être facile à intégrer dans le quotidien puis dans le contexte de vie de la personne. Ça doit être très concret, puis ça doit être une action formulée à la positive. Donc, on ne dit pas, par exemple, bien, éviter tel chemin. Pour éviter, par exemple, des déclencheurs de la consommation, on va regarder qu'est-ce que la personne peut faire à la place. Et elle doit globalement aider la situation sans entraîner des nouveaux risques et conséquences négatives. Donc, il faut avoir réfléchi un peu puis anticiper si elle ne pourrait pas créer des nouveaux problèmes. Puis ensuite de ça, on doit s'assurer qu'elle s'appuie sur des connaissances valides puis pas des croyances populaires.
Donc, je vous donne un exemple de stratégie de réduction des méfaits avec un exemple concret. Donc, par exemple, Mathilde, elle habite à 45 minutes de Sherbrooke, puis elle sort souvent dans les bars du centre-ville pour consommer de l'alcool. À la fermeture, elle prend sa voiture pour retourner chez elle, même si elle ne se sent pas en état de conduire. Elle se sent super coupable le lendemain, puis elle déteste faire cette prise de risque-là. Donc, dans les stratégies possibles, des stratégies qui seraient à éviter, ça serait par exemple d'élaborer un objectif comme consommer de l'alcool avec des personnes de confiance parce que ben, c'est une bonne stratégie de réduction des méfaits, mais ce n'est pas du tout associé à la préoccupation puis au méfait qui est identifié par Mathilde. Ensuite de ça, facile à intégrer. Par exemple, de discuter avec elle la possibilité de prendre un taxi pour retourner chez elle, ben 45 minutes du centre-ville, ça coûte très cher en taxi. C'est probablement pas quelque chose qui est viable pour elle. Ensuite de ça, lui formuler la stratégie comme étant d'éviter de prendre sa voiture quand elle a bu de l'alcool. Ben OK, mais qu'est-ce qu'elle doit faire à la place? Donc, on va essayer de le formuler à la positive. Dormir sur sa banquette arrière de son véhicule le temps de dégriser, puis ensuite de ça, de prendre son véhicule. Il faut savoir qu'au niveau légal, on est considéré en garde et contrôle du véhicule, puis on peut être accusé au criminel au même titre que si on avait pris le volant intoxiqué. Donc, ça, c'est vraiment pas une bonne stratégie sur le plan légal. Et ensuite de ça, lui dire, par exemple, que ben, ça serait possible qu'elle prenne un café ou des boissons d'énergisante pour dégriser plus rapidement. Bien, on sait que ça ne fait pas dégriser plus rapidement, puis qu'au contraire, ça peut donner l'illusion qu'on est plus en état de conduire, mais qu'on ne l'est pas vraiment. Donc, dans les stratégies qui permettraient de répondre à l'ensemble de ces caractéristiques-là, il y aurait la possibilité de prévoir coucher chez une amie qui habite à distance de marche du bar où est-ce qu'elle sort. Il pourrait avoir la possibilité aussi de boire de l'alcool en début de soirée, puis changer pour des boissons non alcoolisées dès qu'elle commence à se sentir un petit peu feeling. Je ne recommande pas, là, je fais une parenthèse, mais je ne recommande pas nécessairement de compter les consommations parce qu'à un moment donné, on perd le compte. Puis, je trouve que c'est plus efficace de se donner des indicateurs physiques de c'est où que je commence à atteindre ma limite. Puis ensuite de ça, ça pourrait être aussi d'organiser des soirées chez elle, comme ça, elle n'a pas à prendre sa voiture, ou sinon proche de chez elle pour que l'option de prendre un taxi, ça devienne quelque chose de possible. Donc, je vous ai mis à l'annexe 1 des exemples de stratégies qui peuvent découler des caractéristiques selon la loi de l'effet. Je ne vais pas les passer en revue, mais je vous les donne. Donc, ça peut vous aider à réfléchir à qu'est-ce qui peut être possible. Puis, je vous ai mis aussi des exemples de stratégies qui peuvent découler de l'analyse du déroulement de l'épisode de consommation. Donc, c'est des bases là, sur lesquelles vous pouvez partir. Si jamais vous voulez des outils concrets, parce que vous dites, ben moi, je ne connais pas assez les substances psychoactives, puis je ne sais pas qu'est-ce que ça fait comme conséquence d'utiliser tel ou tel mode de consommation, puis comment, par exemple, je peux protéger mon nez si je sniffe des substances. Ou, par exemple, si je fume du crack, ben comment je fais pour justement utiliser du matériel de consommation à moindre risque? C'est quoi la plus-value de ça? Puis comment je le fais de façon adéquate? Donc, sur le site de l'Institut universitaire sur les dépendances, on a mis un répertoire d'outils, donc qui ont été publiés là, à peu près dans les 5 dernières années, qui sont en français, puis qui sont pertinents à l'intervention psychosociale. On a des choses par rapport au mode de consommation, par rapport à la sexualité, que ce soit le chemsex ou le travail du sexe, par rapport aux surdoses, puis aussi divers, là, qui regroupent là, différentes autres thématiques qu'on ne savait pas trop dans quelle catégorie classer, donc on les a mis dans divers. Donc, vous pouvez consulter ce répertoire-là, je vous ai mis le lien. Puis si la réduction des méfaits vous intéresse au-delà de l'aspect pratico-pratique que je vous ai présenté aujourd'hui, il existe une formation sur la réduction des méfaits, mais qui couvre beaucoup plus large, qui est divisée en 4 modules indépendants à peu près d'1 heure. C'est gratuit. Ça a été développé par Cathy. Donc, vous pouvez aller la suivre. Là, je vous ai mis le lien. Et ici, des références également, là, si vous voulez lire là-dessus. Donc, voilà, j'ai terminé ma présentation. Puis, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre. Puis, peut-être en conclusion, un autre élément que j'ai oublié de mentionner en début, mais c'est que ça se peut que travailler dans cette optique-là, ça vienne choquer nos valeurs comme personne, comme intervenant. Ça se peut que ça nous ébranle. Ça se peut que, justement, cette espèce de rupture avec
tu sais, l'idéalisme, viennent vraiment nous brasser. Donc, c'est quelque chose, que je tiens à souligner. C'est normal, ça peut être extrêmement difficile quand on est attaché aux gens avec qui on travaille parce que des fois, on veut plus qu'eux-mêmes pour, leur vie. Donc, c'est pas, c'est sûr que là, je vous le présente, puis ça a l'air bien facile, mais émotionnellement, ça peut être, quand même difficile, là, de travailler dans cette perspective-là, très pragmatique.